Bon, je reprends ce direct. J'espère que le fait d'être à côté de la box va m'aider à avoir une meilleure connexion. Je suis désolée pour cette coupure. Donc je souhaitais reprendre toujours sur la thématique du handicap et des pathologies. Euh, donc j'espère que... Voilà, alors c'est bon, là on reprend ensemble. Voilà, donc je m'excuse pour cet intermède. J'espère que le fait d'être à côté de la box va vraiment m'aider. Parce que sinon, j'aurais pas trop d'autres solutions que d'arrêter, puis peut-être faire une vidéo qui sera diffusée ultérieurement. Alors, je reprends. Donc, en fait, ce week-end, j'ai été extrêmement touchée par le mail d'un papa qui m'a expliqué la situation qu'il vivait avec finalement la fille de sa compagne, mais qu'il considère comme sa fille, est en situation de polyhandicap, donc un handicap lourd, mental et physique. Et il me disait effectivement qu'il la sentait comme un peu bloquée dans son corps, à l'intérieur de son corps. Et effectivement, c'est parfois l'impression euh, que l'on peut avoir. Alors pour avoir travaillé dans ce milieu, je confirme cette impression qu'ils nous comprennent, mais qu'ils ne peuvent absolument pas s'exprimer comme ils le souhaiteraient, ni vivre comme nous le voudrions peut-être pour eux. Et effectivement, j'ai constaté qu'on avait ce très fort sentiment d'une âme emprisonnée, prisonnière d'un corps. Et alors, ça, pour cette pathologie, mais tout à fait pour d'autres types de pathologies, où on a cette impression d'être emprisonné et d'être vraiment invalidé par telle ou telle pathologie. Et j'ai discuté avec un monsieur il y a quelques temps, et effectivement, on est un peu tombé d'accord sur le fait que il est très probable qu'en fait, quand l'âme est sur la fin de son cycle d'évolution, c'est-à-dire lorsqu'elle est très très proche finalement de la lumière, et bien lorsqu'elle s'incarne dans un corps physique, ce corps est trop lourd pour elle. Et donc elle n'a pas la place de se diffuser correctement, de se mettre en place correctement. Et donc les énergies seraient trop fortes. Alors on me dit qu'on n'entend pas, j'ai pas de... Décidément les énergies doivent être très fortes effectivement. Je ne sais pas quoi faire. C'est bon, le son est ok. Merci Isa. Donc voilà, parfois les énergies sont tellement fortes, bien que le corps peut ne pas supporter. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des pathologies à répétition ou une pathologie très lourde qui va être extrêmement invalidante, parce que finalement, eh bien, votre taux vibratoire, votre taux énergétique est bien bien trop important pour être contenu dans un corps physique. Alors vous allez me dire, bah alors pourquoi elle s'est incarnée? Bah parce qu'elle avait son chemin à terminer et qu'il fallait aussi que ça puisse passer par là. Alors, j'ai eu beaucoup de retours de parents d'enfants en situation de handicap. J'avais écrit un article, l'article de Valentin que vous pourrez retrouver sur mon blog, donc sur mon site internet, melaniemedium.wix.com. Et donc dans l'onglet blog, j'ai des articles et donc il y a un article qui s'appelle, qui traite de l'autisme. Et ça aussi c'est une pathologie très très particulière et et bien Valentin a expliqué à sa maman et à d'autres. Alors Valentin n'est pas un jeune homme décédé, c'est un jeune homme tout à fait en pleine santé. Mais sa maman n'arrivant pas à communiquer verbalement avec lui, elle m'avait demandé de communiquer avec son âme. Et moi, ancienne éducatrice, eh bien j'ai été extrêmement surprise des paroles de Valentin parce que, si je veux le résumer, il expliquait qu'effectivement il était dans cet entre-deux. Donc,
comme si vous voulez, effectivement, parfois il était coincé dans ce corps, mais il avait la possibilité bien, d'aller et venir. Et c'est ce qui faisait qu'il n'était pas accroché complètement à son corps physique. Et ce qui pourrait donc expliquer cette situation d'autisme. Et il expliquait que tout ce qui était concret, matériel, euh, voilà, ancré dans la réalité terrestre, ça lui était extrêmement difficile parce que finalement, lui, il était loin de ça et du coup, c'était un peu une torture pour lui, quoi. Et bon, il disait à sa maman de pas s'en vouloir. Je trouve ça très très beau parce que forcément, elle voulait le meilleur pour lui, elle pensait faire le meilleur pour lui, mais sa façon de voir les choses et d'expliquer a été formidable et elle a, j'espère, aidé d'autres professionnels ou d'autres parents. Euh, oui, il est magnifique ce texte, Marie-Laure. C'est pas parce que moi c'est moi qui l'ai écrit, je n'ai fait que retranscrire. Moi j'ai rien écrit, c'est Valentin. Effectivement, il a de très 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 jolis mots pour sa maman et pour. Je trouve que pour le monde du handicap, c'est une très très grande richesse. Alors, on me parle aussi souvent de la maladie d'Alzheimer. Il y a une dame qui me dit ma maman a la maladie d'Alzheimer, mais finalement, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, je me permettrai pas d'intervenir pour sa maman. Qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent? Je peux pas me permettre de dire ça ou ça ou ça. Je suis qui pour dire ça? Mais je pense que chacun le vit différemment. Cependant, pour l'avoir vécu dans ma famille proche, effectivement, c'est une pathologie assez particulière. Hein. Donc, où on a cette impression que la personne est retournée dans le passé, que la personne voit des choses ou des personnes que nous ne voyons pas. Pour avoir formé pendant des années sur cette pathologie, j'ai donné des conseils, j'ai essayé de travailler avec la méthode d'humanitude. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder si vous êtes touché par la maladie d'Alzheimer. La théorie de l'humanitude de Gineste et Marescotti est un pur bonheur, une pure merveille. Où on revient finalement à l'être pour pouvoir l'accompagner sur sa fin de vie. Et donc, eh bien, bon, je me suis d'abord penchée sur ça, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je me questionne pour avoir vu mon arrière-grand-mère en situation, eh bien, vraiment voilà, de perte de mémoire, de troubles cognitifs. Alors, c'est rigolo parce que j'en garde tellement un bon souvenir. Des petites choses qui nous faisaient rire parce que voilà, ben, elle avait plus toute sa tête. Et puis parfois, voilà, c'était risible parce que on se retrouvait avec des situations cocasses. Mais j'ai conscience tout à fait, pour avoir travaillé des années là-dedans, qu'on se retrouve aussi parfois avec des situations très difficiles à gérer, notamment pour les proches. Et je me souviens de ma grand-mère qui... alors là, c'était plus risible du tout parce que ça c'était allé loin, qui disait que la voisine tapait la nuit dans ses casseroles, dans les murs, etc. Et qu'elle pouvait pas dormir. Après, elle disait qu'elle faisait marcher sa machine à laver, etc. Enfin bref, elle avait donc une perception auditive, sensitive qui était différente. Et ben, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je me demande quels sont ces sons qu'elle entendait. De où venait-il? Venait-il vraiment de son imagination? Je me souviens d'une dame en EHPAD, en maison de retraite, qui n'arrêtait pas de dire qu'elle voyait son fils. Les soignantes lui disaient, mais madame, votre fils est décédé, il est enterré, vous êtes encore allée il n'y a pas très longtemps sur sa tombe. Il accompagnait régulièrement cette dame sur la tombe de son fils pour qu'elle prenne conscience. Je me pose la question, est-ce que vraiment elle le rêvait ou est-ce que vraiment elle le voyait? Est-ce que quand on arrive dans une pathologie de type Alzheimer, on ne se retrouve pas dans une situation où on a une capacité plus grande à percevoir les choses? Forcément, du coup, aujourd'hui, c'est un peu plus ma tendance à voir les choses. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut vraiment les... Alors, vous voyez, il y a 2-3 ans, je vous aurais absolument pas dit ça. J'aurais dit aux soignants, ah oui, il faut les ramener à la réalité parce que c'est important, il faut pas leur mentir. Là, j'ai envie de dire un petit peu autre chose. Je pense qu'il faut travailler avec leur réalité.
je pense qu'il faut tout à fait faire avec, les accompagner. Ah bon, vous voyez votre fils, bon, sans rentrer dans leur jeu, mais parce que, mais qui vous dit qu'elle ne le voit pas vraiment? Qui vous dit qu'il n'est pas présent pour elle, pour l'accompagner dans sa fin de vie? Et donc, en ça, je trouve que c'était un questionnement assez judicieux. Vraiment, alors, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps sur la maladie d'Alzheimer parce que je veux évoquer d'autres choses, mais c'est vrai que moi, je me pose quand même la question. Et j'invite toutes les familles qui accompagneraient des proches dans cette situation à se poser la question. Alors, j'ai conscience qu'au quotidien, c'est pas simple. L'accompagnement de cette pathologie n'est pas évidente. Néanmoins, je pense vraiment qu'il faut rester dans ce côté très humaniste, très comment dire, de fonctionner de cœur à cœur. Je pense que c'est vraiment extrêmement important pour cette pathologie, mais pour d'autres. Alors, j'avais eu une question aussi d'une dame qui me disait, mais moi j'ai accompagné ma sœur qui était en situation de handicap, et finalement, comment dire, quel rôle nous on a à jouer en tant qu'incarnation voilà, qui fait partie de la fratrie. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais oui, ça va avoir entre guillemets des dommages collatéraux ou plutôt une expérience de vie qui va parfois nous amener à. Cette dame d'ailleurs est enseignante spécialisée. Alors, j'ai pas forcément la réponse, je sais pas si c'est parce qu'elle a eu une sœur en situation de handicap qu'elle a opté pour ce travail ou pas, mais ça pose question. Voilà. Et quand on interroge les fratries, bien souvent elles ont un regard bien différent sur la maladie, sur l'accompagnement. Voilà. Et elles vont avoir une expérience de vie aussi qui va être en lien, en relation avec eh bien, l'expérience de vie de leur frère ou de leur sœur. Alors, effectivement, Laurie me dit c'est pas évident de l'expliquer à l'aidant. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas simple. Mais en tant qu'aidant professionnel, du coup, en tant que soignant, je pense que nous, on peut avoir un regard plus doux, peut-être plus... Et puis plus questionnant d'ailleurs, hein, autour de ça. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, en tout cas, de les accompagner dans leur... parce que ce qui me gêne, moi, c'est qu'on parle souvent d'hallucination. Je reviens sur la maladie d'Alzheimer. Et je suis vraiment là, je doute. J'ai vraiment un doute. Je suis vraiment pas convaincue que ce soit vraiment des hallucinations. Alors, Hélène dit qu'elle croit que son papa, effectivement, qui avait une pathologie particulière, a pu parler avec sa maman décédée. Oui, je pense aussi. Si vous voulez, pour revenir sur cette pathologie très spécifique qu'est la maladie d'Alzheimer, ou toutes celles qui vont toucher eh bien, la partie du cerveau, parce qu'il y en a plein, je pense que on va se retrouver dans un état de conscience modifié. Et donc, on va avoir plus facilement accès à certaines informations que, étant dans un état de conscience, je vais dire, ordinaire du quotidien, eh bien, c'est pas forcément un état qui va nous permettre, sauf si on le travaille vraiment, mais d'accéder eh bien, à la communication avec un guide, à la communication avec un défunt, etc. Quand on fait de la méditation, par exemple, on se retrouve dans un état de conscience modifié. Quand on fait de l'hypnose aussi. Et donc, je pense que toutes ces pathologies, ces maladies qui vont toucher la zone du cerveau, à mon avis aussi, vont permettre, dans certains cas, peut-être à certains moments, un état de conscience modifié. Et donc, vont favoriser, vous savez, comme quand vous vous endormez, hein, ou quand vous vous réveillez, c'est-à-dire juste cet entre-deux, entre juste avant le sommeil ou juste après le sommeil, vous allez vous retrouver avec eh bien, cet état de conscience aussi relatif, modifié, et qui vous permet d'avoir parfois l'impression de voir passer quelqu'un, ou d'avoir entendu quelque chose, vous n'en êtes pas sûr, et puis votre mental prend le dessus, et puis vous dites, bon non, j'ai rêvé, ou... Voilà, eh bien, imaginez que ces personnes qui ont une pathologie mentale ou qui ont, par exemple, la maladie d'Alzheimer,
vont avoir cet état de conscience modifié, je ne vais pas dire tout le temps, quoique parfois toute la journée, ou alors bien plus souvent que nous. Si vous le prenez de cette manière-là, c'est formidable. C'est un cadeau inestimable. J'ai conscience que les conséquences du quotidien, ça n'est absolument pas formidable. J'ai conscience que voir tourner autour d'une table son mari parce qu'il a la maladie d'Alzheimer et que il ne sait plus forcément où il se trouve et qu'il est angoissé, c'est quelque chose de difficile à vivre. J'ai conscience de tout ça. Maintenant, si vous percevez les choses de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière un petit peu plus systémique, c'est-à-dire on voit les choses dans leur ensemble, eh bien effectivement, peut-être que vous aurez la possibilité de vous dire, mais ce qu'il est en train de vivre, c'est une belle expérience pour lui, pour son âme. C'est quelque chose qu'il va vivre, eh bien peut-être qu'il ne le vivra d'ailleurs pas dans son incarnation suivante, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Et il faut le voir comme ça. Même si j'ai conscience que c'est pas simple, c'est un peu compliqué, hein, mais je pense que vraiment quand on voit les choses de cette manière-là, on souffre moins. Alors je vais reprendre ma situation personnelle. On a perdu donc un bébé il y a un peu plus d'1 an. Et lorsque j'avais fait la prise de sang, j'avais un taux très élevé de bêta-HCG, ce qui laissait éventuellement présumer, alors soit une grossesse gémellaire, mais c'est pas ce qui a été révélé, soit effectivement une anomalie génétique, comme par exemple une trisomie 21 ou une autre. Et quand on a perdu cet enfant, c'est vrai que souvent j'ai dit à mon mari, tu sais, je pense, je peux me tromper, on ne saura sûrement jamais, mais je pense que finalement, c'est un cadeau que cette âme s'est faite et qu'elle nous a fait peut-être aussi, parce que c'est pas si simple que ça de vivre au quotidien avec un enfant ou un adulte en situation de handicap lourd. Bien, c'est peut-être un cadeau que cette âme s'est fait que de dire, ouais non, en fait, finalement, je vais pas m'incarner tout de suite cette situation de handicap. Je suis pas prête. Et c'est ce qui explique parfois bien les fausses couches, les pertes. Ça n'est pas forcément toujours dans cette acceptation-là, ce n'est pas toujours forcément comme ça que ça se passe, mais effectivement, parfois, c'est l'âme qui fait demi-tour et qui se dit non, je suis pas encore prête. C'est vrai que j'avais choisi ça, c'est vrai que j'avais fait ce choix de venir voir un petit peu comment vivre avec le handicap, mais je me sens pas en capacité. Ou je ne sens pas mon père et ma mère en capacité d'accueillir ce type de difficultés au quotidien. Euh, je vous le dis aujourd'hui parce que ça fait 13 mois maintenant que notre petite fille est partie, mais je pense que je n'aurais pas vu les choses de la même manière il y a quelque temps. Mais vraiment là, je le vis comme ça et ça n'est pas une explication absolue pour toutes les situations de perte ou de fausse couche, mais ça peut être une explication. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu ici. Je vais pas rester forcément trop longtemps parce que c'est un peu... Je serai peut-être à faune dans une demi-heure. Je vais regarder un petit peu quelles sont les questions que vous avez pu noter. Alors, Hélène qui me dit si la zone du langage et de la compréhension sont touchées. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je rappelle aussi, j'en ai parlé en tout début de la vidéo, mais qu'on peut venir, entre guillemets, traîner des boulets qui finalement ont pris place bien antérieurement dans une vie précédente, ou alors on peut aussi être, entre guillemets, j'ai vraiment du mal, victime de blessures antérieures. Alors, je viens de commander, il faut que je lise ce livre de Sylvie Nash qui s'appelle Ces armes qui nous ont tués et qui explique très bien que j'avais regardé un petit reportage que Lilou Massé avait fait sur cette dame, qui explique très bien qu'on a pu tout à fait, je sais pas,
être décapité, et donc on va avoir des problèmes dans les vies suivantes à ce niveau-là. Donc on peut avoir un problème de thyroïde, on peut avoir un cancer de la gorge, on peut avoir des difficultés d'élocution, on peut se retrouver sourd et muet, on peut... Voilà, vous comprenez, on va... euh, alors en allant rechercher parfois extrêmement loin, on va, dans certaines situations, pouvoir se défaire de peut-être cette arme, comme l'explique Sylvie Nash, qui nous a invalidés, voire même qui a causé notre décès. Et en enlevant ça, alors là, je sais que peut-être j'ai perdu certains d'entre vous parce que c'est une notion extrêmement particulière, mais en enlevant ça, on va pouvoir s'en libérer dans cette vie-ci, ou au moins dans la suivante. Alors, je lis les commentaires pour voir si vous avez des questions particulières peut-être. Alors, Angélique dit: je crois que nous devons nous ouvrir à leur vision de la vie, mais pas simple, car nous avons le sentiment qu'ils déconnectent, sauf en fait, ils appréhendent la vie autrement. Ben, je pense que c'est ça. C'est ce que je vous disais. Eux, je pense qu'à un moment donné, qu'ils en aient tout à fait conscience ou pas, ils sont dans cet état de conscience différent de la nôtre, état de perception de la réalité complètement différent de la nôtre, et du coup, ils se retrouvent avec des données que l'on n'a pas. Et donc, je sais pas, faites un problème de maths et puis il vous manque deux trois données, vous n'arriverez jamais à solutionner cette équation. Eh bien, et puis vous allez rester en difficulté face à ça. Frustré. Eux ont peut-être une, deux, trois, même je sais pas combien d'autres données en plus. Et forcément, eh bien, voilà, c'est seulement quand on passe par cette épreuve, éventuellement, qu'on peut mieux la comprendre. D'ailleurs, pour revenir à mon expérience personnelle, le fait d'avoir perdu cet enfant, il y a quelques temps, j'en ai encore parlé avec mon amie Karine, il y a quelques jours, là, et je lui ai expliqué, je lui ai dit que, en fait, c'est une belle expérience pour moi, parce que le fait d'avoir perdu cet enfant, ça me permet, moi, de mieux percevoir, de mieux comprendre ce qu'est le deuil d'un enfant. Euh, alors là, il était à naître, il n'était pas encore né, mais voilà, c'est quand même une expérience particulière. Et effectivement, je pense que celui qui ne l'a pas vécu ne peut pas le comprendre. Je donne cette expérience-là, mais ça pourrait être pour toute autre pathologie. Quelqu'un qui n'a pas un enfant en situation de handicap ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas eu un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ne peut pas comprendre. Et encore, je pense que même quand on l'a vécu, on ne peut pas se mettre à la place tout à fait de celui qui le vit, parce qu'on le vit tous de manière différente. Alors, je regarde à nouveau vos questions. Alors ici, Isa, qui me dit: je m'interroge sur les personnes transgenres. Être incarné dans un corps physique qui ne nous correspond pas, quel est le but? Alors je ne vais pas répondre ici, Isa, parce que j'avais prévu une vidéo sur la notion de genre, sur le choix du sexe dans l'incarnation. Et donc voilà, je vais garder cette question parce qu'effectivement elle est très très intéressante. Désolée, hein, j'ai vraiment du mal. Je vais devoir arrêter parce que ça va être compliqué. Mais c'est une question extrêmement intéressante, mais que je traiterai dans une autre vidéo. Euh, alors, je remonte encore un petit peu, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse y revenir. Alors, Martine, je vous fais un gros bisou, Martine, qui m'envoie toujours de très très jolis messages. La fin de vie. Que pensez-vous, chère Mélanie, de la sédation continue et prolongée? Je n'ai pas à donner d'avis ni de jugement. Je pense que vraiment il faut entendre cette question de manière extrêmement personnalisée. Il faut savoir que quand on est sur des soins de fin de vie, des soins palliatifs, un accompagnement médicamenteux, voire sédatif, bien souvent, c'est à la demande de la famille. Laisser partir un proche n'est pas simple. Et quel que soit son âge, quelle que soit la situation, et effectivement, je n'ai absolument pas à juger, à dire il faut, il ne faut pas. Je pense que c'est tout à fait au cas par cas.
Certaines familles vont avoir besoin de temps avant de laisser partir leurs proches. D'autres vont opter plutôt pour le lâcher prise plus rapide et accompagner leurs proches d'une autre manière. Je pense que vraiment on ne peut pas, spirituellement en tout cas, avoir de position là-dessus. C'est vraiment, c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment selon la situation. Effectivement, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui, lorsque l'on fait une séance de contact défunt, me disent j'ai accompagné maman jusqu'au bout et je lui ai dit qu'elle pouvait partir. J'ai accompagné papa à chaque instant et je lui ai dit qu'il serait bien de l'autre côté, qu'il pouvait partir en paix. Je trouve que c'est un cadeau tellement magnifique que l'on fait à ses proches, quel que soit leur âge, hein, lorsqu'ils sont voilà, sur la fin de leur parcours terrestre, que de les rassurer, que de les accompagner avec amour. Effectivement, le fait d'avoir des traitements médicamenteux pour diminuer la douleur, ça me semble extrêmement évident. Maintenant, voilà, je pense que chacun va avoir sa propre notion de est-ce qu'on est en capacité de continuer à accompagner ou pas, est-ce qu'on est encore suffisamment fort pour la voir souffrir, est-ce qu'on a encore envie de l'avoir un peu à nos côtés, quelle que soit la pathologie. Je pense que vraiment c'est une question bien particulière. Alors, je reviens sur d'autres questions. Euh, alors là, c'est plus des retours que j'ai. J'ai pas forcément de questions là dans ce que je peux lire. Je vais revenir sur les messages. Alors, Marina qui me dit je me sens pas à ma place à cause de cette pathologie que j'ai. Est-ce normal? Alors, je ne dirais pas que c'est normal ou pas normal, mais effectivement, ça peut tout à fait se comprendre. Euh, Vivre avec une pathologie, qu'elle soit très invalidante ou qu'elle soit gênante, euh, ça n'est pas normal. Ça n'est pas, en tout cas, ce que l'on veut nous faire croire, c'est que ça ne fait pas partie de la vie ordinaire, hein. Et donc, effectivement, je peux tout à fait comprendre, Marine, que vous ayez du mal à le vivre au quotidien. Maintenant, j'ai souvenir d'une dame que j'ai eu en stage, je lui fais un très très gros bisou, que j'ai eu en stage donc l'été dernier, l'année 2016, qui est donc porteuse d'un handicap physique. Et elle me dit, mais ce stage m'a vraiment fait prendre conscience de la place que j'avais, euh, bien que je sois porteuse d'un handicap, et de ce que j'avais à faire sur Terre. Et elle m'a dit très récemment, j'ai compris que mon handicap pouvait être une force et quelque chose que je devais utiliser et non pas subir. Et je trouve ça magnifique, hein. Je ne suis pas convaincue que ce soit moi qui l'ai aidé à ça, mais elle me dit, voilà, je lui dis toujours que c'est elle qui a eu cette prise de conscience. Mais effectivement, peut-être que c'était le bon moment, peut-être que nous étions les bonnes personnes parce que nous étions plusieurs à ce stage et, euh, et je pense que voilà, la prise de conscience s'est faite pour elle à ce moment-là. C'est un très beau moment dans sa vie, je pense. Et donc je comprends qu'on puisse se dire, mais c'est pas normal, je me sens pas à ma place. C'est pas juste. Euh, Cependant, je pense à une autre situation. C'est une vidéo que j'ai vue. Un monsieur qui est sans bras ni jambes et il fait des conférences. Il joue au foot. Il pêche. Il fait du bateau. Il est marié à une très très belle femme et il a un moral d'enfer. Excusez-moi, mais avoir ni bras ni jambes, c'est pas forcément très simple dans la vie. Je me souviens aussi d'une dame qui est malheureusement appelée sur YouTube comme la fille la plus laide du monde. Et mon mari la trouve tellement magnifique. Cette dame a une pathologie extrêmement rarissime qui ne lui permet pas de prendre du poids. Et donc voilà, elle est vraiment extrêmement creusée au niveau du visage, des yeux et très très maigre. Elle est tellement belle.
Elle a tellement sa place sur Terre. Malheureusement, effectivement, elle doit en passer par des situations très difficiles. C'est un choix d'incarnation qui, à mon avis, pour elle est fondamental pourtant parce que par ses conférences maintenant et par ses vidéos, il me semble qu'elle a écrit un bouquin, elle aide tellement de personnes. Je pense que quand on a pris conscience de son handicap, quand on l'accepte, alors on peut en faire quelque chose. Euh, Quand on a conscience vraiment, quand on a conscientisé notre choix de vie, bien aussi difficile puisse-t-il être, je pense que vraiment on peut en faire quelque chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il nous faudra du temps, peut-être qu'il nous faudra vraiment plusieurs années. Mais il y a toujours quelqu'un quelque part à qui vous allez apporter avec votre expérience. Alors au-delà de vous-même, mais vraiment, voilà. Et j'espère que cette vidéo, euh, qui a repris plusieurs situations, dont certaines qui me touchent profondément, j'espère que cette vidéo, elle aussi, pourra aider grand nombre d'entre vous. Alors, j'ai conscience que le fait de euh, euh, voir les choses de cette manière, c'est-à-dire, euh, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de comprendre que le handicap d'un tel, ou mon handicap à moi, ou ma pathologie, ou eh bien, c'est un choix d'incarnation. J'ai conscience que c'est quelque chose de lourd qui peut même. Vous pouvez même raccrocher cette vidéo en disant ouais, c'est facile pour elle. Elle vit rien de grave. Vas-y, va gérer ton gamin qui a 17 ans, qui est en polyhandicap, dans un fauteuil, dans une coquille, et devoir lui faire des changes et devoir lui donner à manger. J'ai conscience. Mais, euh, mais j'ai aussi cette expérience de vie assez riche dans le monde du handicap et de la gériatrie. Et cette expérience professionnelle, de médium aussi, qui me permettent aujourd'hui de m'exprimer de cette façon-là. J'ai conscience que c'est tout à fait un chemin à parcourir que de voir les choses de cette manière-là. Mais j'espère de tout mon cœur que pour vous, parents d'enfants spéciaux, pour vous, enfants de parents porteurs d'une maladie, pour vous, frères ou sœurs de quelqu'un en situation de handicap ou porteur d'une maladie grave, j'espère que vous aurez pu essayer de monter un petit peu en conscience euh, et évoluer. J'espère que ces mots feront chemin en vous et en votre cœur pour vraiment vous accompagner de manière peut-être un petit peu plus positive, spirituelle, dans ces épreuves que vous ont amené la vie. Je remercie Hélène qui me dit que cette vidéo l'a vraiment aidée. Et j'espère que ça en aura aidé d'autres. N'hésitez pas à la partager. J'ose toujours espérer que mes mots vont voyager, et je sais que c'est le cas, et qu'ils pourront aider d'autres. Voilà. Je vous remercie de m'avoir sollicité sur cette thématique. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, mélaniemedium@orange.fr, pour me donner d'autres idées de vidéos. Alors j'en ai déjà toute une liste, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui vous intéresse de travailler, d'échanger, de comprendre. J'ai conscience aussi que ma vidéo ne peut à elle-même suffire à vous faire comprendre les choses, à vous faire avancer. Donc n'hésitez pas à aller fouiller sur internet. Moi j'aime beaucoup la chaîne YouTube de Lilou Massé, qui présente de très nombreux professionnels, de très nombreux thérapeutes sur des thématiques totalement diverses.
Mais il y en a d'autres, hein. La chaîne Tistria aussi, la chaîne Nurea TV, qui vont proposer de très 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 belles vidéos vibratoires, qui vont nous aider à élever notre conscience. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Ne restez pas fermés. Ouvrez-vous et ouvrez votre cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.